Merci pour la transition. Merci beaucoup, Patricia. Oui, Abdel Benchami, vous conseillez les CSE qui réunissent aujourd'hui en fait les anciens comités d'entreprise, CHSCT, délégués du personnel. Et en tant qu'expert comptable, vous avez certainement été interrogé sur la santé financière des entreprises dans lesquelles travaillent ceux que vous accompagnez. Et puis vous intervenez également sur les aspects touchant à la politique sociale, aux conditions de travail, aux orientations stratégiques des entreprises. Autant dire qu'il y a beaucoup de sujets en ce moment qui sont complètement d'actualité. Donc, quelles sont les questions que se posent les salariés que vous conseillez? Et puis, qu'est-ce qu'ils attendent des dirigeants qu'ils vont retrouver sur place, hein, sachant qu'ils ont dû, bien sûr, rester en contact avec eux pendant le temps du confinement. Oui, donc, bonsoir à tous. Alors, déjà, je vais essayer de partager mon document aussi brillamment que Patricia. Donc, je ne sais pas Oui, si vous c'est l'avez. très bien. Ouais. Oui, alors, quelles sont les questions que posent les salariés ou les dirigeants, parce que les RH, puisque nous, on intervient comme conseil auprès des CSE, donc nos interlocuteurs, ce sont bien sûr les élus, comité social et économique, les délégués syndicaux, et puis en face, si je puis dire, les DRH. Quand je dis en face, je veux dire surtout en termes de partenariat, puisque dans les situations qu'on est en train de vivre depuis maintenant 2 mois, on est clairement en train de chercher des solutions tous ensemble face un peu au tsunami qui nous a submergés. Alors les questions, elles ont évolué avec le temps, hein, parce qu'on a tous eu un effet de sidération avec le confinement autour du 15 mars, et puis après, il y a eu des questions sur le chômage partiel, après des questions sur la santé financière des entreprises, et puis évidemment, maintenant, les questions ont trait à la reprise d'activité, les risques, etc., etc. Donc, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Alors, moi, j'ai fait quelques slides, comme on dit en bon français, qui vont vous rappeler des choses que chacun d'entre nous sait pour les avoir vécues au jour le jour, j'allais dire 24 heures sur 24 depuis 2 mois. Et je fais ce rappel non pas pour vous apprendre quelque chose, mais pour que l'on synthétise ensemble l'information afin de comprendre ce qu'il faut faire pendant la reprise. Donc, on a vécu tous un moment historique et un choc inouï. Évidemment, ce qu'a vécu notre pays depuis mi-mars est clairement historique, hein. L'ampleur de l'épidémie à laquelle, évidemment, personne ne s'attendait. Je rappelle, et j'aurais la charité de ne pas rappeler les discours du mois de janvier d'un certain nombre d'autorités sur le fait que s'il y avait 3000 morts en Chine, si on faisait une règle de 3, on serait peut-être à 150 en France. Hein. C'est à peu près la règle de 3, hein, si on rappelle la population chinoise, à peu près 1,4 milliard, un peu en dessous, et notre population. Et puis, derrière tout ça, il y a eu aussi la violence des messages, et puis, de la part des autorités, des surréactions. J'en veux pour preuve, évidemment, la décision annoncée à 20h par Édouard Philippe, un samedi, je ne sais plus si on était le 15 mars ou quelque chose comme ça, de fermeture à minuit de l'ensemble des restaurants, des bars, et accessoirement des boîtes de nuit, à minuit, donc c'est-à-dire 4 heures plus tard. Donc on voit bien là le caractère de surréaction, puisque ça veut dire qu'en réalité, personne n'a l'occasion de se préparer. Il m'est arrivé, ou il a dû arriver à un certain nombre d'entre vous, à minuit, d'être encore au restaurant et surtout d'avoir pas terminé son repas. Je rappelle également la position, une des premières déclarations d'Emmanuel Macron, président, de dire que tout sera mis en œuvre et quoi qu'il en coûte. Et évidemment, derrière ce terme, il y a à la fois quelque chose pour nous rassurer, mais aussi quelque chose pour nous inquiéter, au sens où jusqu'où ça va aller, quoi. Jusqu'où ce puits sans fond va-t-il aller? Et je dirais qu'il y a 2 manières de retenir l'acception de ces termes-là. Et puis, évidemment, ce qui nous a tous perturbés en tant que citoyens, c'est l'instabilité permanente des messages sanitaires. Hein. Je ne rappelle pas l'épisode des masques, qui sont passés de déconseillés à quasiment obligatoires, en tout cas dans certaines situations, notamment transport, les tests, les enfants qui étaient au départ les fameux porteurs sains qui allaient répartir, balancer la maladie à tout le monde, les personnes à risque, et puis on a eu aussi l'épisode Agnès Buzyn qui nous expliquait fin mi-février qu'elle partait conquérir Paris parce qu'il n'y avait pas de problème de corona, pour nous expliquer ensuite 3 semaines après qu'il y avait un problème. Alors, je ne fais pas ça pour faire le procès de quiconque, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire que chacun de ces messages a été reçu par l'ensemble des Français et donc en particulier par les salariés.
Dernier élément, évidemment, hein, et je l'ai appelé, c'est un clin d'œil, puisque je suis un supporter du PSG, et j'espère qu'il y a parmi nous des supporters de l'OM. Le classico, je l'ai appelé comme ça, parce qu'en l'occurrence, le professeur Raoult, il est apparu un peu seul contre le reste du monde avec sa chloroquine. Enfin, moi, je l'appelle comme ça, parce que je ne suis pas un spécialiste, ça, vous l'avez compris. Et donc, quand vous avez tous ces messages contradictoires en aussi peu de temps sur quelque chose d'aussi grave, il ne faut pas, en tant que dirigeant, s'attendre à retrouver les salariés qu'on avait avant le 17 mars à la reprise. Ça, c'est le point qu'il ne faut pas oublier. Les personnes qui sont en face de nous ne sont plus les mêmes. D'accord ? Et on va essayer de comprendre comment, pourquoi, dans quelle mesure, et du coup, comment faire avec. Mais on ne s'est pas quitté pour 2 mois de vacances. On n'est pas parti 2 mois en vacances. D'abord, on était confinés, donc les vacances étaient quand même relativement limitées à l'appartement ou à la maison. On n'est pas parti en vacances. On a passé 2 mois à des informations en plus assez anxiogènes sur le nombre de morts, le nombre de réanimations, les transports en hélicoptère. Enfin bref, je ne vous refais pas tout ce que vous savez. Simplement, tout ça a marqué et a frappé les esprits. Et ça veut dire qu'au moment où on fait la reprise, évidemment, on ne peut pas faire fi de tout ça et considérer qu'on peut reprendre, j'allais dire, comme ça aussi facilement qu'on avait fermé. Hein. Sans parler des épisodes qu'on a eus sur la date du déconfinement qui pouvait bouger d'un jour à l'autre en fonction du fait de savoir s'il n'y avait pas 2 personnes sur le canal Saint-Martin. Enfin voilà, donc tous ces épisodes-là, évidemment, ont marqué les esprits. Donc clairement, pour les salariés et pour bien sûr les dirigeants, on est dans une période qui est clairement hostile, où il n'y a presque pas de repères. D'accord ? Et quand il n'y a pas de repères, c'est comme un bouleversement, par définition, la décision doit gagner sa légitimité. C'est-à-dire qu'elle ne s'impose pas par elle-même, on n'est plus dans le processus, je dirais, continu, où des ingénieurs, aussi brillants soient-ils, puisqu'ils ont fait les arts et les métiers, peuvent, par leur savoir, j'allais dire, imposer la décision, je dirais, comme ça, sans discussion. Pourquoi ? Parce qu'on est passé d'une situation d'insouciance. Hein. Je rappelle moi, je me rappelle des blagues qu'il y avait début mars sur la corona, et puis vous savez, la mort subite. Enfin voilà, il y avait tout ça autour de ça. Hein. Je sais pas si tout le monde avait vu ça à l'époque. C'était la blague évidemment habituelle sur cette maladie, hein, qui était très lointaine. Bon, puis la Chine, c'est loin, puis c'est quand même un pays certes développé, mais pas comme la France. Enfin voilà, il n'y avait rien de condescendant. C'est ce qu'on pensait tous. Et puis on est passé de ça à la psychose, hein, entre guillemets. Et j'ai un exemple qui est très clair à vous donner. C'est les sondages qui sont faits sur les parents qui refusent de remettre leurs enfants en classe. C'est les 2 tiers des Français. D'accord ? Donc ça veut dire que parmi les salariés, je vais dire, toutes choses égales par ailleurs, il y a 2 tiers de salariés, hein, toutes choses égales par ailleurs, qui pensent que c'est dangereux de remettre seulement leurs enfants à l'école. Alors, je ne dis pas travailler. D'accord ? Donc on est en face d'un mur de la peur et comme ça la reprise de l'activité. Il va falloir gagner l'adhésion des salariés, de leurs représentants, c'est-à-dire les membres du CSE, les syndicats. Alors, les recettes aujourd'hui, par définition, n'ayant pas de repères, hein, on n'a pas un manuel, j'allais dire universitaire, qu'il suffirait d'ouvrir. Non, il y a un dialogue à construire, il y a une recherche de bonne foi et de bonne volonté du consensus. Ce n'est pas forcément toujours notre habitude en France, j'allais dire un peu de rechercher le consensus comme en Allemagne. Hein. En France, on aime bien plutôt quelque chose, des rapports virils, hein, quand je parle des rapports sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une tension entre la direction et puis la représentante du personnel, qui peut monter à un certain niveau de je ne vais pas dire de violence, mais en tout cas un certain niveau de tension. Et puis ensuite, on trouve un accord. On va dire que naturellement, le consensus n'est pas l'objectif. Il peut être le résultat à l'issue d'un conflit, puisqu'il faut en sortir. Mais en tout cas, ce n'est pas l'objectif. Généralement, il y a un bon rapport de force classique. Là, il faut mettre tout ça de côté. Il faut considérer que, j'allais dire au moins, il y a un des termes qu'avait utilisé Emmanuel Macron, qui était de dire « nous sommes en guerre ». Je dirais que là, on est peut-être à essayer de construire l'après-guerre. Et dans l'après-guerre, justement, il y a un petit peu à retrouver, j'allais dire, ce qui avait fait la force de la France en 1945, c'est-à-dire le fait que des gaullistes aient pu travailler avec des communistes en bonne intelligence et que chacun gardant ses idées. Je ne dis pas que les représentants du personnel sont des communistes et que les dirigeants sont des gaullistes, hein, c'est juste une image pour que chacun comprenne ce que je veux dire par là. Donc la bonne foi, la bonne volonté, c'est clairement ce que le dirigeant doit mettre sur la table. On n'est plus dans le dirigeant qui sait et qui maîtrise, parce qu'on est en face de quelque chose où il nous a été démontré que même les plus grands infectiologues ne savaient pas maîtriser ce qu'ils nous disaient lorsqu'ils nous affirmaient au mois de février qu'on ne serait pas concerné par cette maladie. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, la parole, si vous voulez, légitime en France, elle est remise en cause. Et puis je rappelle qu'on est un pays qui reste
marqué, en tout cas pour les plus anciens d'entre nous, par l'épisode Tchernobyl. Donc, si vous voulez, il y a tout un climat de défiance à l'égard des dirigeants, et on ne peut pas mettre ça de côté. D'accord ? Il faut qu'on avance, donc bien évidemment, on va essayer de trouver des solutions. En revanche, on ne peut pas avancer simplement par, je dirais, je suis le chef et je décide. On va donner, et ça c'est un des points les plus importants, puisqu'on est en terra, en partie incognita, on va donner aux acteurs aussi locaux une marge d'adaptation. On va faire un peu ce qu'a fait Macron avec les maires, c'est-à-dire que selon la taille, la complexité de l'organisation et puis du niveau de risque encouru par les salariés de terrain, c'est-à-dire que d'un service à l'autre, on va adapter les règles. Il n'est peut-être pas question de mettre tout le monde à la même enseigne dans une entreprise. Et puis, il y a un autre point évident, c'est la réévaluation et l'ajustement continu dans le temps des mesures de sécurité. Parce que justement, la connaissance, ou la prétendue connaissance que l'on a de cette maladie, de ses conséquences, évolue, je ne vais pas dire chaque jour, mais quasiment. Donc, ça veut dire qu'on va évoluer aussi dans le temps. Et pour ça, on ne peut pas arriver avec une procédure posée et figée le 11 mai au soir. Il faut dire à tout un chacun dans l'entreprise que, évidemment, j'allais dire, le principe un peu éculé de la boîte à outils peut fonctionner et que, en tout cas, on est là pour être à l'écoute. Alors, le dirigeant post-Covid, il a un petit peu changé par rapport au dirigeant, j'allais dire, anté-Covid ou pré-Covid. Il est clairvoyant, pourquoi ? Parce qu'il doit identifier, et donc, bien sûr, ça passe par le discernement, évidemment une qualité essentielle pour un dirigeant de manière générale, mais pour le cas particulier, ce discernement, c'est évidemment de voir ce qui est critique et ce qui n'est pas. On va y revenir en détail juste après. Bien sûr, être juste, parce que vous avez des interrogations des salariés. Je vais vous en donner une qui est très classique, entre ce qu'on appelait naguère l'école bleue et l'école blanc, avec ceux qui peuvent être en télétravail et ceux qui doivent être, j'allais dire à la mine, vous me pardonnerez l'expression, dans les usines. Je parle de l'industrie, et moi je suis évidemment fervent défenseur de l'industrie française. Donc évidemment, il faudra éviter les non-dits et se retrouver avec des situations où finalement on a l'école bleue qui sont sur le terrain avec, à tort ou à raison, le sentiment qu'ils prennent des risques, et puis l'école blanc dont j'allais dire je fais partie, qui serait derrière leur ordinateur avec un accès Internet leur permettant d'envoyer des mails et de demander des statistiques sur la productivité. Je caricature mon propos, simplement pour dire qu'il va peut-être falloir qu'un certain nombre de cadres aillent mouiller la chemise et aillent aussi au bureau en même temps finalement que les troupes, parce que même s'ils peuvent techniquement télétravailler, il me semble que psychologiquement, on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui doit être au fond de l'atelier parce qu'il ne risque rien avec un masque, et que moi je vais continuer à être à 100 km dans ma maison de campagne à gérer à distance. Donc ça, c'est ce que j'appelle aussi une forme de bienveillance à l'égard des équipes. Et ça, c'est un point important, parce que quand vous avez un tel choc, qui est à la fois, on va dire, sociétal et sanitaire, bien sûr, mais aussi psychologique, parce que chaque personne, à un moment donné, se retrouve à se demander ce qui pourrait lui arriver s'il avait cette maladie. Ça, c'est évidemment la psychose dans laquelle maintenant on est, puisqu'on a l'impression qu'il n'y a plus de règles, en tout cas, c'est ce qu'on ressent, que cette maladie peut tuer n'importe qui, parce qu'on nous a montré des enfants, des gens en bonne santé, etc. Bon, en oubliant que les statistiques n'étaient évidemment pas celles-là. En revanche, sur cette peur, cette psychose, il est évident que la bienveillance des dirigeants sera déterminante dans l'activité post-Covid. Je considère que la première réunion qui doit être mise en place dans les ateliers ou dans l'entreprise ne doit pas servir à être une réunion technique pour froidement poser des procédures. Elle doit être une réunion, je dirais, quelque part d'empathie, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire on se voit, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu, dans le pire des cas. Donc la première des questions, c'est comment allez-vous, comment va vos familles, voici comment également va l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut avoir une réelle transparence avec les salariés. Il faut jouer la carte de la confiance. Et quand je dis il ne faut pas les infantiliser dans le slide, je veux dire par là il faut éviter les 2 excès qu'ont parfois certains DRH, qui est de dire ça va bien quand c'est le cas parce qu'ils ont trop peur de se retrouver avec des revendications on va dire, salariales, ou alors de ne pas inquiéter les salariés en leur disant que ça va mal alors que c'est le cas. Donc je pense qu'il faut jouer carte sur table. Il faut jouer carte sur table parce qu'on va construire quelque chose où il y aura certainement dans le temps un processus d'ajustement selon l'évolution de la maladie, de l'aggravation de la situation économique. Et donc, si on commence par être un peu
un peu opaque à la première réunion sur la situation de l'entreprise, on risque de se faire prendre les pieds dans le tapis ou la main dans le pot de confiture. Donc il faut jouer la transparence clairement parce que on va avoir une histoire qui va être un peu longue à construire avec les salariés ou leurs représentants. Autre sujet important dans cette période incertaine, le dirigeant doit accepter de ne plus avoir seul la main. Mais je vous rassure, vous avez vu que ni les médecins ne l'avaient vraiment, quand on voit comment ils s'écharpent sur tel ou tel traitement. Donc, c'est certainement pas un dirigeant, j'allais dire, aussi éminent soit-il, qui peut avoir la main sur cette situation-là. Et simplement, il doit l'intégrer et l'accepter. Alors, c'est pas forcément, on va dire, son tempérament, et ce qui est normal, puisque habituellement, il a la barre et quand il y a un peu de tempête, c'est à lui de négocier, je dirais, pour passer au bon endroit. Il faut bien comprendre que dans la situation dans laquelle nous sommes, nous avons un niveau de risque perçu, je souligne ce terme, qui est immense et qui est en plus indéterminé. Encore une fois, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que cette maladie s'arrêtera, on ne sait pas qui elle frappera, comment. On s'est retrouvé dans des situations avec des messages complètement contradictoires, où on avait l'impression que le simple fait de passer à moins de 3 mètres de quelqu'un pouvait tout de suite nous exposer à un risque majeur. Donc, à partir du moment où on ne sait pas exactement quel est le niveau de risque et quand est-ce qu'il sera terminé ou borné dans le temps, le dirigeant se retrouve face à ce qu'on appelle une asymétrie du risque. Bon, ça, c'est un grand classique, mais qui est ici inédite. Je rappelle que le gouvernement, depuis 2 mois, il n'a pas chômé au moins sur un sujet qui sont la batterie de nouvelles règles, le droit du travail, etc. etc. Et tout à l'heure, vous avez eu un exposé assez brillant sur le sujet, assez complet. En revanche, moi, la position que j'ai, elle n'est pas une position de juriste, elle est une position je dirais, de praticien. Quand je regarde un petit peu, alors à l'aune de ce que j'ai pu analyser, la décision Amazon ou la décision Carrefour Market et puis Renault, on n'a pas d'abord affaire à des petites entreprises où le niveau de droit social ou la connaissance du droit social par l'entreprise est faible. Je parle de Renault ou d'Amazon. Et pourtant, ces 2 entreprises se sont retrouvées intimées par les juges de devoir prendre des dispositions, soit d'arrêt, soit de suspension d'un certain nombre d'activités. La vraie question aujourd'hui, elle est peut-être au-delà du juridique. Est-ce qu'un juge est prêt lui-même, lorsqu'il prend une décision en âme et conscience, de prendre le risque de maintenir une activité qui pourrait demain, le cas échéant, et alors, je ne parle pas de preuve, je parle simplement de bon sens, devenir un cluster. J'emploie ce terme qui est à la mode parce que vous avez vu qu'à chaque fois qu'on croise un type fin fond de la Dordogne qui l'a, on nous explique que c'est un drame. On parle de 1 ou 2 personnes. Donc, le juge aussi, il est un homme de la société. Et donc, en tant qu'homme de la société, s'il a le moindre doute ou le moindre, je dirais, élément qui peut lui permettre de suspendre une activité, il le fera. Parce qu'il préférera que Renault perde 2 semaines de production plutôt que de se retrouver avec un cluster Renault-Sandouville où on dira, vous avez vu, le juge est complètement irresponsable, etc. etc. Je ne parle même pas de l'aspect responsabilité, je parle simplement même, je dirais, du poids moral qu'on pourrait avoir. Donc, c'est pour ça que je parlais de l'utilisation du principe de précaution à outrance, volontairement, parce que je ne me place pas sur le terrain du droit, je ne cherche même pas à savoir si la décision est fondée, j'en serais peut-être même bien en peine de pouvoir le dire, pour être très clair, je n'ai pas la compétence technique. En revanche, je constate qu'elles sont allées quand même plutôt dans le même sens, ces décisions, et surtout, elles ont affaire, et je le répète, à des entreprises a priori plutôt outillées sur le plan, je dirais, du conseil juridique. Donc, face à tout ça, pour moi, le dirigeant doit changer de logiciel et ne pas considérer qu'il a la main seul sur la reprise d'activité. Ça fait partie des choses qu'on doit savoir dire à ses équipes, reconnaître explicitement, ce qui n'est pas notre tempérament en France, moi le premier, de dire je ne sais pas tout, je serai à l'écoute des propositions pour protéger les salariés, de bien poser en face des équipes que clairement la priorité, ce n'est pas la reprise d'activité, c'est la protection des salariés. Évidemment, il y a toute une batterie de mesures qui sont maintenant bien documentées par la littérature, le ministère du Travail, sur les équipements de protection individuelle appropriés, sur l'histoire de masque pas masque, distanciation, formation, l'utilisation des masques, horaires décalés, fléchage, vous savez, comme dans les gares pour que les salariés gardent leur distance d'1 mètre là, à respecter. Des horaires décalés aussi, on a vu se mettre en place dans les usines. Alors, ce qui pose des problèmes d'ailleurs d'organisation et de productivité. Mais en tout cas, voilà, il y a
Il y a toute une batterie de mesures, elles sont relativement connues. Maintenant, il y a bien sûr toujours aussi, ça c'est un point important, tout ce qui est zone cafétéria, enfin buvette, pause café, etc., qu'il faut réaménager pour être sûr qu'on n'ait pas trop de monde au même endroit. Donc ça peut être un nombre de personnes maximum, etc. Donc, mais tout ça doit être discuté parce qu'en réalité, ça va finalement le niveau de risque, il est pris par les gens qui sont ensemble et qui travaillent ensemble. Pas forcément le dirigeant ou même ses équipes du comité de direction qui vont, j'allais dire, vivre dans l'atelier le niveau de risque, puisque ce niveau de risque qui va dépendre finalement de la promiscuité entre les collègues. Et puis du process industriel qui fait qu'on a à se parler, de se rapprocher ou pas se rapprocher, etc. etc. Donc j'aurais tendance à dire, il faut poser ça sur la table comme étant toute une batterie possible, tout un arsenal, et puis après, le curseur, il va être vraiment débattu et il va être tranché avec les équipes. Et Abdel, à votre avis, c'est quelque chose qui est en train de se passer, ça? Ce que je vois, moi, j'ai vu ça dans une entreprise assez grande, hein, industrielle. Elle fait du champagne, donc l'avantage, c'est que là, on n'a pas de risque de délocalisation. Une des plus grandes, où ils sont quand même 1500 salariés, et où, effectivement, ce qui a été débattu, alors en plus, ils ont des secteurs d'activité très différents. C'est à la fois une entreprise industrielle, on fait du champagne, mais en même temps, c'est des vignes. Hein, donc, forcément, le vigneron qui est tout seul dans son tracteur, lui, le geste barrière, le masque, c'est peut-être un peu excessif pour lui, parce que il croise de temps en temps, j'imagine, quelques oiseaux, mais pas trop de collègues. Mais c'est vrai que dans les ateliers de mise en bouteille, ce qu'ils appellent l'habillage des bouteilles, là, les ouvriers sont très proches les uns des autres. Et là, chacun a accepté la mise en place du masque. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire non plus que le dirigeant ne doit pas trancher à certain nombre de points, hein, pas d'ambiguïté. Il y a un degré minimum de sécurité incontournable. Et celui-là, il n'est pas négociable par hypothèse. Hein. Après, c'est le renforcement ou, je dirais, l'adaptation d'un certain nombre de mesures. Parce que quand on parle, par exemple, de cette histoire de distance physique à maintenir d'un mètre et plus, si on est certain de pouvoir la maintenir, je crois que le débat du masque il est un peu dépassé. Après, il y a peut-être des endroits où c'est plus compliqué d'en être sûr. Et dans ce cas-là, le masque peut s'imposer. Enfin voilà, il y a vraiment un débat à avoir et au cas par cas, si vous voulez. Hein. On peut donner l'exemple en tant que citoyen très facilement du cas par cas, puisque on voit que dans les grandes surfaces, où pourtant il y a beaucoup de monde, le port du masque n'est pas, alors on parle, imposé aux uns et aux autres. Et on voit que des fois, dans certaines petites boutiques où finalement on va croiser personne, c'est déjà imposé. Hein. J'ai vu ça hier à Paris et aujourd'hui encore. Donc moi, je pense que là, il y a un tâtonnement à trouver avec les gens de terrain. Donc c'est beaucoup de dialogue en fait qui est Oui, à mettre en place. Mais je que vous ai interrompu, je vous laisse non, peut-être conclure Jean, votre exposé. c'est très bien parce que je suis en train de, c'est pas, et d'ailleurs moi-même je pense que le terme est impropre. J'ai dit négocier, mais c'est un abus de langage parce que je suis habituellement habitué à négocier. En réalité, c'est le curseur à mettre en fonction du degré de risque qu'a l'organisation et qu'ont les salariés. Si les gens ont vraiment peur, moi je suis pas là pour d'un revers de la main. Je sais pas, moi à titre personnel, le masque, je trouve ça chiant à mettre, ça m'étouffe, etc. Donc je vais plutôt l'éviter. Mais je ne vais pas aller dire à un type qui met un masque que c'est quelqu'un de trouillard. On doit s'adapter aussi à la population qu'on a en face de nous et il ne faut pas arriver en disant voilà, le masque ne sert à rien. Finalement, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs, autant pour moi. C'est plutôt qu'est-ce que vous voulez, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dans l'équipe, d'accord? Si on regarde la question, par exemple, ça c'est pareil, c'est encore un autre cas surréaliste. La question de est-ce que par exemple, on fait des tests sérologiques. Vous savez, les entreprises, il y a Veolia qui avait proposé ça pour tous ses salariés, qui s'est fait retoquer par le ministère du Travail. Puis la position aujourd'hui est en train de changer parce que précisément, on s'aperçoit, alors bien sûr, tout ceci était fait sur la base du volontariat et les salariés n'étaient pas obligés d'accepter la prise de température ou le test. Hein, et l'employeur, il n'avait pas d'alternative. Hein. C'est pour les salariés qui refusaient, c'était de les laisser entrer sur leur poste de travail ou en tout cas de continuer à les payer parce qu'il n'a pas à imposer ce type de test, ce type de prise de température. Enfin, en tout cas, il ne peut pas obliger un salarié à le faire. Donc ça aussi, si vous voulez, c'est un niveau de peur qui dépend d'abord peut-être de la région dans laquelle on est. Hein. Peut-être qu'on est plus marqué dans le nord-est, à côté de Mulhouse, que si on est, je ne sais pas, moi, à Biarritz. Enfin, je donne un exemple un peu caricatural, mais donc voilà, Jean, il faut trouver ça sur le terrain. Et donc, par exemple, si je suis chef d'entreprise avec une usine qui est peut-être
dans l'Oise et une autre qui est, je ne sais pas où, au fin fond de la Bretagne, peut-être que les procédures ne sont pas les mêmes. D'accord ? Et puis, il y a la question du sens derrière tout ça. Au-delà de se poser les questions de dire, voilà, les masques, la formation, etc., la question, c'est celle réellement de refonder le pacte social. Alors, ça peut paraître un grand terme, hein, de ma part, de l'utiliser, mais je crois qu'il faut dire les choses aux représentants du personnel. À quoi sert la reprise ? Parce que je rappelle quand même qu'il y a encore quelques jours, ou oui, il y a même pas 10 jours, on avait un gouvernement qui nous menaçait, j'utilise à dessein ce terme, de déplacer la date de déconfinement. D'accord ? Et donc, si vous voulez, en face de ça, vous avez des salariés qui ont intégré un niveau de peur qui ne vont pas quitter du jour au lendemain. Et ça veut dire que si on leur dit qu'on reprend, j'allais dire quelque part, pour faire un peu plus de, pardonnez-moi un peu plus de marge, et pardonnez-moi l'expression, c'est simplement pour dire que, évidemment, ça ne donne pas du sens à la reprise du travail. Ce qui donne du sens à la reprise du travail, c'est de dire aux salariés, selon la réalité, parce que il était une question de survie, et ça peut être le cas pour un certain nombre d'industries, hein, je n'en doute pas une seconde, ou bien, et soyons clairs aussi de le dire, si ce n'est pas la question de la survie, et tant mieux, ça dégagera des marges et que ces marges seront à, j'allais dire, distribuer, alors pas nécessairement et entièrement aux salariés, mais en tout cas, je crois il faut éviter les non-dits. Il faut éviter les non-dits avec les salariés, parce que vous avez, et vous le savez bien, on est en France, donc on aime bien râler, derrière des salariés qui vont d'un côté dire, bon, de toute façon, c'est perdu, l'entreprise est fichue, donc moi, je ne vais pas risquer ma vie alors que l'entreprise est fichue. Puis vous avez d'autres qui vont dire, oui, bon, ça va, ils gagnent beaucoup d'argent et encore plus maintenant, etc. etc. D'accord ? Donc, il faut éviter tout ça, et éviter ces non-dits, c'est repenser le pacte social avec les représentants du personnel. D'accord ? Alors, ça, c'est une suggestion de ma part, hein, mais lorsqu'on fait la reprise d'activité et que quelque part dans cet accord implicite avec les salariés, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, la reprise vous expose à un risque, et ce risque, nous allons d'abord le minimiser, évidemment, mais simplement, ce risque n'est pas nul. Et il n'est pas nul, je ne parle même pas en tant qu'épidémiologiste, je parle en tant que citoyen, puisque tous les jours, on nous assène que le risque est partout. D'accord ? Que croiser un enfant, c'est dangereux, que croiser ceci, etc. On ne peut pas aller voir les anciens, on ne peut pas aller à des obsèques. Je ne sais pas si vous voyez d'où on sort. On avait quand même, il y a encore 15 jours ou 3 semaines, quasiment des interdictions d'aller à des obsèques de proches. Donc, on est quand même dans une situation où quand on dit à un salarié, tu ne peux pas aller aux obsèques de ton oncle, mais tu dois aller travailler, il faut bien comprendre la charge émotionnelle qu'il peut y avoir derrière tout ça. D'accord ? Donc, pour moi, les dirigeants, ils doivent s'engager. Il faut trouver, hein, je n'ai pas la réponse pour tout le monde, évidemment, sur le maintien de l'emploi quand c'est possible. Alors, vous avez vu les grandes entreprises du CAC 40, c'est la suspension du dividende. Est-ce qu'il y a de l'apport d'argent frais, de la new money à remettre dans l'entreprise ? Je ne sais pas quels sont les engagements qu'un dirigeant peut prendre, ou si même il peut en prendre. Mais en tout cas, il doit poser avec les salariés le fait de dire on est clairement, et alors plus que jamais, dans le même bateau, parce que là, pour le coup, c'est la réalité. Alors, j'avais pensé aussi une toute petite suggestion pour bien montrer que l'objectif, ce n'était pas on produit comme des bourrins, et pardonnez-moi de l'expression, mais que clairement, la priorité reste la santé. Et c'est pour ça que des systèmes d'alerte du type WhatsApp ou du type boîte mail pour les plus grosses organisations, et même d'une procédure de retrait, c'est-à-dire clairement poser un cadre dans lequel, si, je ne sais pas, on a le sentiment qu'un collègue a de la fièvre, ou je sais pas quoi, etc., il puisse y avoir une alerte de données. Alors, intempestive, hein, etc., où ce n'est pas la dénonciation non plus, mais en tout cas quelque chose qui puisse s'organiser pour bien montrer que l'entreprise n'a pas l'œil rivé que sur, j'allais dire, l'écoulement, la réalisation de sa production et la reconstitution de ses stocks, mais bien aussi sur ces questions de santé. Donc, alors Abdel, je suis désolé, je vais vous presser un peu pour qu'on puisse prendre quelques questions. Voilà. J'ai fini, je crois que j'ai fini. Donc voilà, bon, j'ai fini par j'allais dire, une banalité, donc ça devrait aller vite. La reprise se gagnera par confiance dans une situation aussi inédite et complexe. Il faut donc que le dirigeant et que toute personne, moi le premier, se garde de considérer ou de prétendre qu'il sait tout. Et évidemment, pour que la réussite soit pleine, il faut que les salariés soient impliqués. Sinon, gare au taux d'absentéisme qui pourrait exploser. Je rappelle qu'aussi, il y a la petite couche absentéisme, parce qu'aujourd'hui, il y a un décret qui est paru, le médecin du travail peut arrêter tout salarié pour suspicion de Covid. Alors, je peux vous dire que
s'il y a des salariés qui ont peur, ils auront vite mal à la tête, hein, ou ils vont vite tousser. Hein. Et puis le médecin du travail, il ne va pas s'embarrasser à faire des tests dans tous les sens. Il va arrêter le mec, j'allais dire un taux d'absentéisme exorbitant. Donc il faut les protéger, il faut les considérer, il faut les écouter. Et donc évidemment, ça c'est aujourd'hui le rôle du dirigeant, discernement et empathie. Voilà, j'ai fini, Jean. Désolé pour le timing. Non, merci, c'est passionnant. Hein,